Et donc nous commençons. Pour les absents, je rappelle même de façon plus succincte cette fois-ci tout de même, les deux données de base de mon récit. Donc en gros, vous avez eu M. Shakespeare qui vous disait que la vie était une histoire pleine de bruit et de fureur dite par un idiot et qui ne signifiait rien. Or, vous avez noté qu'il dit histoire, et je raconte, moi, que l'histoire est une histoire pleine de tourbes et de bâtons. Dite peut-être par un idiot, mais les idiots sont souvent aussi riches d'un esprit prophétique, et qui signifierait du même coup quelque chose. Et ce que je veux raconter, c'est quelque chose qui nous occupe depuis très longtemps, et qui a, pour, si je puis dire, pour point de départ et pour cœur, l'Europe. De certaine manière, c'est pas une thèse parce que j'ai pas de thèse, je fais semblant d'en avoir pour me faire comprendre, mais ma thèse, disons que ce serait que l'histoire est une invention européenne. Et justement, quand aujourd'hui nous débattons dans des tressautements qui ressemblent de très près à la fin, et que nous avons bien envie de nous raconter que cette histoire prend fin, et que du coup nous divertissons, comme dit Pascal, de nos existences plus ou moins joyeuses pour faire une fin à cette fin, et ben, ce serait justement quelque chose de ce genre que je voudrais raconter. Et seulement j'ai décidé de me donner un espace de jeu gigantesque pour raconter tout ça, d'où les 5 tomes que j'ai d'ores et déjà finis et que je retravaille avec Thierry. Nous en sommes au tome 2 dans le retravail du texte. 5 tomes qui parlent d'abord justement de l'histoire, puis d'un certain bel aujourd'hui, comme dirait Mallarmé, le bel aujourd'hui en question ayant pour objet essentiel le moi, c'est-à-dire ma petite personne, expérimentée en l'occurrence sur ma petite personne, dans une autofiction qui n'est peut-être pas si douloureuse. Normalement, une autofiction, c'est toujours un peu douloureux. Et, voilà, elle n'est peut-être pas assez douloureuse. Le 3e tome narre un effondrement. Et le tome 4 et le tome 5 sont un post-effondrement. Donc c'est pour demain. Et ça propose 2 voies. L'une absolument païenne, et Judenrein, pour parler comme certains, et l'autre absolument juive, et enfoncée dans l'étude juive. Tourbe et bâton, c'est les ingrédients fondamentaux de mon récit. La tourbe, c'est le grand piège qui nous saisit tous. La tourbe, ça veut dire aussi bien des couches de sédiments qui se dévorent les uns les autres. La tourbe, c'est l'ancêtre du carbone, et le carbone, pour certains, c'est l'ancêtre de la vie. Pour d'autres, le grand Leibniz, cité dans une dernière lecture par Bruno Pinchard, la tourbe, c'est l'Allemagne, c'est la Germanie, c'est ce que Leibniz disait. Et la Germanie, c'est justement l'essence de l'Europe. Puisque si l'Europe est faite essentiellement dans son histoire, peut-être pas dans son art, mais dans son histoire, d'Angleterre, de France et d'Allemagne, j'ai dit ça dans le sens en reculant dans le temps, d'une certaine manière, l'Angleterre et la France sont une variation de la Germanie fondamentale. Donc ça, c'est pour l'histoire, et ça, c'est pour la grande image de ce réseau qui nous enferme tous, à travers les différentes scansions, les différents prêches auxquels nous obéissons, parce que nous écoutons toujours attentivement Monsieur le curé, et les prêches successifs sont autant de mots d'ordre fondamentaux qui guident l'histoire européenne. Le bâton, c'est ce qui échappe à la tourbe. Le bâton, c'est quelque chose qui appartient à une toute autre narration que l'histoire européenne, et dont je ne cache pas, mais je le cacherai vite, que ça appartient à l'histoire sainte, c'est-à-dire à un récit
biblique, celui du bâton d'Adam qui devient un jour le bâton de Moïse et celui par lequel, d'une certaine manière, le juif Moïse dérange l'entre-soi de l'histoire, dérange l'entre-soi de la tourbe par un dépassement qui rend fou, qui rendit fou tant de penseurs petits et parfois très grands, par exemple Spinoza. Mais ça, c'est, si vous voulez, ça c'est de la philosophie ou c'est de l'allégorie. Mais dans ce livre, il n'y a pas que ces éléments allégoriques, il y a une histoire. Et cette histoire s'écrit, en vérité, du début à la fin. C'est arbitraire, mon début est un commencement que j'ai décidé arbitrairement comme tel, et ce début, je le fixe en l'an 1000. Parce que c'est l'an 1000, c'est le moment où ça gronde, où ça tournoie justement dans ce sol de l'Empire romain explosé et détruit, et où les nations européennes vont apparaître. Et ça se termine, l'autre pôle dans lequel le livre s'écrit, c'est 1945. D'une certaine manière, ce serait 1945 le début de la fin de cette histoire qui aurait commencé. Mais comme cette histoire qui avait commencé commence par de la tourbe, elle avait commencé aussi d'une certaine manière comme un début de la fin, ce qui fait que 1945 serait d'une certaine manière la fin du début de la fin, je ne vais pas essayer de trop retourner les mots. Donc ces deux pôles ont des personnages clés. En l'an 1000, il y a une famille exceptionnelle, la famille d'un juif qui s'appelle Ar, qui vit au départ en Germanie et puis qui ensuite se déplacera pour des raisons de sécurité en Suisse. Parce qu'il n'y a pas de meilleure sécurité, comme vous savez, que la Suisse. Et expérimental. Absolument. Mais il n'habite pas à Lausanne, il n'y a pas encore de Lausanne, il habite à Sion. Évidemment, quand on habite à Sion, on a évidemment des relents qui viennent d'ailleurs. Et ce juif qui habite à Sion a deux fils qui s'appellent Elias et Herman. Et je ne vous cache pas qu'Elias et Herman, pour raviver vos souvenirs bibliques, c'est Jacob et Ésaü. Et Jacob et Ésaü, à n'importe quel talmudiste, ça dit Rome et Israël, ou autrement dit, la puissance de l'Empire, et de l'autre côté, la vocation chiche, fragile, en danger constant, à l'étude. Voilà, en gros, ce que je mets sous Jacob d'un côté et Ésaü de l'autre. Et justement, Elias, c'est une figure de la grâce talmudique, si l'on peut dire. Et Herman, lui, c'est un surambitieux qui veut dévorer le monde. Et dans les chapitres que j'ai lus la dernière fois, je racontais une visite qui avait été faite en grand secret à Ar, donc au père, qui ressemble un peu à Abraham, si vous voulez, une visite de son ami Gerbert d'Aurillac, avec qui il avait étudié Aristote à Fès, mais qui est devenu pape sous le nom de Sylvestre II, et il vient avec celui dont il a été un peu l'artiste du règne et de l'ambition, qui est Othon, l'empereur Othon. Othon III en l'occurrence, il y a eu 3 Othons, et Sylvestre a été un peu à cheval sur les 2 derniers. Et en gros, ce que veulent Sylvestre et Othon, c'est créer un royaume de Dieu sur la terre. Autrement dit, ils veulent un empire mystique. Ça, tout au long de l'histoire, jusqu'à d'ailleurs la construction européenne récente, on a rêvé d'Europe, on a rêvé d'empire. Et cet empire, vous le retrouverez aussi chez Dante. Et cet empire, il était avant d'être chez les Ottoniens, il était chez Charlemagne. Et donc, ils sont en butte avec quelque chose comme une espèce de résistance de l'histoire. Et ils ont besoin du conseil du génial Har, parce que le très grand savant, très grand aristotélicien, très grand intellectuel que le pape Sylvestre II, sait qu'il a besoin justement de ce petit objet de plus
qu'est l'intelligence de son ami Har, pour justement apporter l'épice qui fera tout d'un coup, qui donnera son goût au brouet. Et il raconte à cette occasion à Har qu'il a fait une découverte épouvantable dont il ne sait pas quoi faire. Il a fait une découverte épouvantable qui est une tête de tourbe. Parce qu'on avait, ça existe cette histoire est une histoire vraie, on a un jour déterré un homme de tourbe, et cette tête de tourbe est une tête parlante, qui lui dit des choses. Et ça aussi c'est une histoire vraie, enfin, disons que c'est une légende vraie. Le pape Sylvestre, la légende voulait qu'il ait une tête qui lui parle et qui lui dise ses secrets. Et le conseil très décevant que va donner Har au pape, c'est écoute, enterre cette tête, c'est absolument épouvantable. T'as qu'une chose à faire, c'est enterrer ça. Et le pape, assez dépité, embarquera avec lui son jeune empereur chétif et malingre qui mourra bientôt, mais qui, avant de partir, fera de Har un chevalier de l'Empire et l'appellera désormais Har von den Rose. Et voilà en gros ce qui s'est dessiné. Ça, c'est le côté un peu snob de... Voilà. Voilà en gros ce qui s'est dessiné dans un récit où Har est face à face avec la puissance historique, face à face avec l'Empire, avec la politique, mais où son fils Elias, qui est encore un peu plus grand que son père, a compris lui que ce qui est en train de se tramer, c'est justement la naissance de cette immense tourbière de l'Europe, de cet énorme piège que va devenir l'histoire européenne. Et il a reçu le bâton entre ses mains. Autrement dit, il a entre ses mains l'objet qui n'est que très peu magique, mais qui permettrait justement de lire un dépassement possible de ce piège. Et Elias va recevoir une flèche tirée par son frère, qui va s'emparer du bâton, et qui va devenir, avec ce bâton, qui va lui, en revanche, quand il va s'en emparer, le ronger, qui va devenir à son tour un homme de tourbe, si bien que les deux frères vont vivre une espèce de vie paradoxale, une espèce de vie de mort, ou de mort en vie, de mort vivant, l'un recueilli par la terre, bien en dessous de la couche superficielle de la tourbe, parce qu'il ne peut pas mourir, parce que d'une certaine manière, il dépasse trop la limite de l'existence pour mourir. Quant à son frère, il va survivre d'une survie insupportablement longue, mais qui aura cet objet du bâton, cet objet de plus, cet objet du dépassement, comme viatique atroce, et avec lequel il va, d'une certaine manière, contrôler, à travers ses prêches successifs, l'histoire des hommes. Et ça, c'est en l'an 1000. Et en 1945, il y a eu un rendez-vous organisé par un homme d'une autre nature qu'Elias ou que Har, mais qui a aussi quelque chose à sa façon d'éternel, dont je raconte dans le fond que des histoires de gens éternels dans ce premier tome. Éternel pas de la même façon, éternel comme un fils de Noé, on dirait dans la traduction talmudique, c'est-à-dire comme un petit morceau de la vérité, et qui raconterait, ça c'est un élément de mon espèce de mythe, qu'il y a toujours 70 hommes sur lesquels le monde tient, et ces 70 hommes sur lesquels le monde tient, d'une certaine manière, ils dessinent l'humanité. Et il y en a un qui s'appelle Mulligan, et qui, quand il mourra, parce que tous les hommes meurent, sa substance renaîtra dans un autre homme, qui récupérera, si l'on peut dire, ce qu'il a justement d'éternel et d'immortel. Et ce Mulligan est un butler, actuellement, chez un lord anglais qui s'appelle Ian Stuart Bute, qui habite dans le château de Mount Stuart, vis repetita non placent, monsieur de Consigny. Et alors, justement, un évêque m'avait posé la question en ce lieu, mais pourquoi est-ce que vous étiez tellement fasciné par les châteaux ? Monseigneur de Romanet. Voilà. Je lui ai juste répondu qu'a priori l'Europe avait été faite avec des châteaux au départ. Maintenant, on a tendance à l'oublier, mais
Mais l'Europe s'est faite tout de même, c'est quand même bâti dans les châteaux. Mais c'est pas n'importe quel châtelain. C'est un châtelain qui est un immense musicien. Et où j'ai où j'ai déplacé, où j'ai copié-collé la musique et le personnage de Sibelius, dont la musique hante mes pages, parce que c'est une musique qui, elle aussi, semble sortir de la terre elle-même. Et ce lord a reçu l'ordre de la part de son butler d'inviter 2 zozos pour une soirée tout à fait particulière qui va consister à écouter justement la 8e symphonie. Sibelius a écrit une 8e symphonie qu'il a brûlée, donc personne n'a la trace. Une 8e symphonie parce que justement cette symphonie, elle a touché au cœur du secret de toute cette histoire. Et il faut que les 2 zozos en question entendent ça, parce que eux aussi, à leur manière, ils ont quelque chose de fêlé en eux, qui fait que d'une certaine manière, ils désappartiennent à ce grand ensemble de la tourbe, parce qu'ils ont une génialité propre qui, d'une certaine manière, les en libère. Et c'est qui les 2 zozos? C'est 2 personnages extrêmement différents. C'est Churchill, avec sa folie propre, et donc sa folie qui a pour objet l'histoire, et c'est Tolkien, avec son autre folie propre, et qui a pour objet le mythe, puisque Tolkien a voulu, d'une certaine manière, réécrire le mythe germanique pour le sauver des mains des nazis qui l'avaient souillé. Et ça a marché, puisque ça a donné The Lord of the Rings, avec les millions d'entrées et l'inscription extraordinairement forte de la culture, autrement dit mythologique germanique, dans notre plus grande modernité. Et tout ce beau monde va donc se retrouver, donc tout ce beau monde dîne. Tolkien est bougon, Tolkien déteste Churchill, tout ça est historique. Tolkien déteste la France, or il y a du chevreuil grand veneur. Tolkien ne sait pas ce qu'il fout là, et on va le lui apprendre ici. Par ailleurs, il s'est aussi raconté quelque chose, c'est que Lord Bute avait assisté à une lecture de Tolkien, mais pas ici, chez le baron de Consigny, mais au café de Eagle and Child, où il se retrouvait avec C.S. Lewis et quelques autres scholars de Oxford, et où il lisait ses pages, et où tout le monde approuvait bruyamment à coups de ale. Et quand Lord Bute a entendu ça, il s'est dit que c'était génial, et il a voulu en parler à son copain Churchill, lequel a envoyé, qu'à cela ne tienne, ses espions pour aller damner, non pas le pion, mais les pages écrites au fur et à mesure par le Don quand il donnait des cours et que sa femme faisait le ménage. Donc, ce qui fait que tout ce beau monde a lu Le Seigneur des Anneaux en fur et à mesure de son écriture, pendant la guerre, et qu'ils sont d'extrêmement grands fans. Et Tolkien est absolument stupéfait quand on lui a appris ça. Ça fait partie des révélations du dîner. Et maintenant, j'en arrive, en gros, à 3 chapitres. La fin du dîner, ça c'est le chapitre 7, où on va écouter sur un gramophone la 7e symphonie, elle, disponible en disque, et je la recommande intensément, de Lord Stuart Bute. Après quoi, un petit chapitre théorique, philosophique, en italique, où je complique encore un tout petit peu la sauce, parce que je rajoute le champignon et le mycélium à la tourbe, parce qu'il y a des éléments qui m'intéressent dedans. Et puis à la fin, enfin, la 8e symphonie et l'exécution de la 8e symphonie par le Grand Orchestre Philharmonique de Londres, réuni secrètement dans la grande salle de Mount Stuart avec le grand chef John Barbirolli, qui était un immense interprète de Sibelius. Donc, il y a une question avant que tu te lances, elle est bien plus. On est au-delà des questions. Tout ce beau monde, c'est tous les personnages dont vous avez parlé. Là. Voilà, Tolkien, Churchill, Ian Bute et Mulligan, le butler. En tout cas, merci Pascal, cette introduction était forte. Mount Stuart, 7 mai 1945. Le lendemain, Churchill va faire coucou à la foule depuis Buckingham Palace. 9h du soir. Tolkien était horriblement gêné. Il avait embarrassé l'hôte et son serviteur qui le regardaient d'un air dubitatif, parce qu'il avait râlé. La journée avait été rude.
Deux grandes ce monde l'avaient convoqué, l'avaient extrait de son petit pavillon d'Oxford. Sa femme n'avait pas très bien compris ce que son mari, qui partait précipitamment, encadré par deux officiers de la RAF, allait faire, sinon voir le Premier ministre. Puis, d'une voiture noire où il avait bavardé aussi vainement que possible, en demandant de multiples tuyaux pour faire étalage devant son fils Christopher de connaissances qu'il épaterait. Christopher était pilote dans la RAF. Il était monté dans un avion. « Où allons-nous » avait-il demandé. « Vous allez seul » s'était-il entendu répondre. Puis, Île de Bute criait depuis un cockpit tandis qu'une femme lui mettait dans les mains un verre de scotch. Tout cela était une espèce de rêve qui continuait maintenant dans le dining room de Mount Stuart. Un bref coup de tête du marquis mit fin à son tourment. « Vous avez raison, monsieur Tolkien, dit Mulligan. Il n'y a parmi les hommes que les lieux, les temps et les langues. » C'était la précédente conversation. Ces trois choses-là se croisent. Certaines furent si notables qu'il ne faut pas qu'elles soient oubliées. Si je puis me permettre, monsieur Tolkien, c'est cela mon origine. Voilà pourquoi je n'ai pas d'accent. Il sembla à Tolkien qu'un puits s'était ouvert devant lui et que s'y brassaient des vents, des lueurs, des courants inexplicables. Il n'avait pas entendu un homme lui parler. Il avait entendu la terre ou bien le ciel. Non, ni le ciel, ni la terre. Il avait entendu un homme. « He is quite a man », pensa-t-il vivement, et il eut honte de son humeur. Mulligan reprit la parole, mais ses yeux s'étaient en quelque sorte refermés, tout en se dardant vers lui. J'avais juste raconté que ces 70 hommes, quand ils parlent, d'une certaine manière, ils peuvent donner à voir ce qui est au fond de leur âme par leur regard. C'est pour ça que les yeux se referment, non qu'ils se referment physiquement, mais... Gilles, tu ne peux pas reculer un peu le... Attends, on peut l'arrêter. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Non, mais le reculer un peu, parce que ça nous trouve... Ah bon? Ben oui, on a ça... Je peux l'arrêter, hein. Non, moi, ça ne me gêne absolument pas. Bon, voilà. Toi, décale-toi un tout petit peu plus, s'il te plaît. Voilà. Donc Mulligan reprit la parole, mais ses yeux étaient en quelque sorte refermés tout en se dardant vers lui. Il y aura un concert, monsieur Tolkien. Vous avez dû remarquer qu'à Ross Thursday, donc c'est le port sur l'île de Bute, un autre appareil atterrissait non loin du vôtre. Oui, il y avait deux avions. L'autre était l'orchestre de l'armée de l'air, accompagné à bord par Sir John Barbirolli, le talentueux chef que vous connaissez sûrement. Je n'entends rien à la musique, balbutia Tolkien. Vous avez en face de vous le plus grand compositeur du monde, trancha brutalement Churchill. Va falloir que vous y compreniez quelque chose. Ainsi, son hôte était un grand musicien. Tolkien avait été frappé par l'étrangeté, par la rêverie taciturne qui planait sur le visage du marquis. Il s'était demandé un moment s'il était un fin de race, s'il laissait mourir les conversations par manque de substance intellectuelle. Il fallait peut-être incriminer le génie. Quoi qu'il en fût, c'était le monde à l'envers. C'était le majordome qui lançait les conversations dans ce temple de l'aristocratie britannique. Les apparences perdaient leur importance. « Quoi, cette nuit, maintenant ? Vous m'avez fait venir pour écouter avec vous de la musique ? Mais quelle musique ? Pourquoi ?» Mulligan sortit sans un mot. « Puis-je lui faire entendre la 7e, Sir Ian ?» demanda le Premier ministre. Puis, se tournant vers Tolkien, « La 7e, tout le monde la connaît. On en trouve le 10 dans toutes les bonnes maisons. Pas la vôtre, je sais. Mais la 8e, personne ne la connaît. Et pourtant... » « Bien entendu, nous allons écouter la 7e, coupa Lord Bute. Allons dans mon bureau. Ils auront fini de répéter d'ici 2 heures, je pense. Il faut vraiment que je vous aime pour avoir donné cette partition à Barbirolli. » Le repas était donc terminé, ils se levèrent et déambulèrent lentement dans les grands couloirs de Mount Stuart. À la porte d'entrée, Mulligan les attendait avec 2 valets qui portaient à la main de lourds châles de cachemire. Ne m'engueule pas, Thierry. Cher Mr. Tolkien, mon bureau n'est pas ici, mais à 15 minutes de marche. Cette fois, la canne de Mulligan, tâtant la souplesse de la terre, ne rythmait qu'un rebond sourd et gras. Le rêve continuait. Sous une pleine lune très intense, ils firent le tour de la grande bâtisse et s'engagèrent sur un chemin boisé. Le chemin se raidit rapidement et le tissu végétal devint plus épais. Une chouette, des craquements. Tolkien eut une fugace pensée pour Frodo, errant imprudemment dans la forêt d'Ithilien. Mon ami Bute est un grand poète des sons, cher Tolkien, comme vous êtes un grand poète de légende. Et comme, si je puis me permettre, je suis un grand poète de l'histoire, dit Churchill. Tolkien ne répondit pas. En avant, Mulligan était étreint par une lourde angoisse. Il s'était beaucoup trop exposé. Sa vie était suspendue au-dessus du danger. Remarque, dans un des chapitres précédents, effectivement, il y a un ordre venu de Sion, venu d'Hermann, pour liquider le personnage dangereux
de Mount Stuart, et en l'occurrence, il s'agit de lui. Éprouver le bâton, c'était pour naître ou pour mourir. Son corps était une lourde carcasse dans laquelle il se promenait toujours plus en étranger, comme on rentre après une famine, dans ses vêtements trop grands. Soudain, un intense coup de vent. Une large lande s'ouvrait devant eux où tremblaient, fantomatiques sous les feux instables de la torche, les ajoncs et les herbes dures. Le chemin s'arrêta, laissant place à un tapis de gazon où ils avançaient vers un vide. Quelques bancs de bois avaient été installés et une table. Enfin, Tolkien découvrit une petite barrière derrière laquelle dansaient des genêts. Un chemin détourné commençait là. « Je ne vous conseillerais pas de continuer tout droit, dit Sir Winston. Au bruit du vent obsédant succéda le bruit de la mer, inexorable et véhément. Une mouette égarée dans la nuit, immobile dans les courants, les deux ailes arquées et figées contre les assauts inlassables de l'air, ponctua le grondement océanique d'un éclat d'ironie. « C'est ici, annonça Lord Bute. À 5 pas de la barrière, un petit escalier s'accrochait à la falaise, ne se protégeant que d'une corde de bateau. Puis, dans une anfractuosité, après une vingtaine de marches, un plancher conduisait à une cabane troglodyte. Ils entrèrent et l'espace s'illumina. Une vaste salle chaleureuse et boisée. Un très grand tableau sur le mur de face représentait un marais où miroitaient des lumières sur des fleurs aquatiques. À l'angle, une bibliothèque. Quant à la pièce, outre un large et superbe bureau en son centre, elle était meublée d'un piano, d'un petit orgue et d'un clavecin. Au mur latéral étaient accrochés divers instruments, violon, un alto, une clarinette et même un gros tuba. « Je suis un des hommes les plus riches d'Angleterre, dit Lord Bute comme en s'excusant. Il fallait bien que je m'offre un caprice. Et croyez-moi, monsieur Tolkien, je n'aurais jamais pu travailler à Mount Stuart, cette énorme maison que j'ai héritée de mon père. J'ai même très longtemps songé à la vendre, mais d'abord, je n'aurais jamais trouvé preneur, du moins pas parmi les Anglais. Et ensuite, très récemment, je lui ai découvert un sens qui m'empêche à présent de m'en séparer. Je suis piégé, vous comprenez ? Tolkien ne comprenait pas. Si votre maison imite, par l'obsession de son architecte, quelque chose qui touche au cœur de votre travail d'artiste et aussi au cœur de votre destin d'homme, alors ne parlerez-vous pas d'un piège, reprit le marquis. Si bien sûr, acquiesça Tolkien, qui n'avait pas tout à fait compris en quoi la maison de Ian Bute pouvait imiter sa musique. Churchill farfouillait dans la bibliothèque en poussant quelques grognements satisfaits. Puis, dédaignant la conversation de ses hôtes, il s'assit dans un large fauteuil à côté du bureau. Il avisa une longue banquette contre le mur de droite. « C'est donc là que vous dormez, espèce de marmotte, quand vous n'en pouvez plus d'écrire vos satanées notes. Moi, je dors dans ma baignoire. Allez, prenez un cigare. » Il sortit de ses poches 3 gros cigares qu'il flanqua d'un bond autoritaire dans les mains des 2 autres. Son barreau de chaise en bouche, Tolkien se fit l'effet d'un affreux nouveau riche. Il n'avait pas la liberté que donne aux princes et aux grands de ce monde la légende d'un passé dont la vie s'agrandit. Il se tourna vers Mulligan, qui semblait monter la garde à la fenêtre ouvrant sur l'océan. « C'est un extraordinaire endroit, n'est-ce pas ?» Le butler se contenta de hocher la tête d'un air sombre. « Allons-y, lança Churchill, calant son cigare entre 2 dents et déposant d'une main le bras du gramophone sur le disque. 3 brefs coups de cymbales sourds. Les 3 de Symphonie de Sibelius qui commencent comme ça. Évidemment 3 coups, dit Churchill en sursautant. Ce n'est pas la flûte enchantée, c'est la 7e. Puis un sanglot de bois, aussitôt suivi d'une gifle de corde, comme une exclamation suspendue où échoue l'accent d'une question douloureuse, une ponctuation de cuivre rêveuse. Le retour de la même question par les cordes, moins fortes. Churchill a les yeux clos. C'est une introduction où les sons, c'est-à-dire la nature même des instruments, leur mode propre de faire vibrer l'air, semble vouloir se définir. Plus de Mozart, plus de Beethoven, plus de grands ancêtres, seulement des bruits, tous horriblement inquiétants, sortis des doigts ou des bouches qui manient ces outils infernaux. Bruits qui annoncent la couleur, comme un démon commence par se présenter à un damné avant de lui infliger son sort. La musique, pendant plus de 20 minutes, se déchaîne. Tempêtes, sifflements insidieux, miroitements du ciel, brefs sursauts d'amour et rêves de complainte, puis des coups de poignard. Partout des puissances en guerre et l'homme au milieu, égaré. Telle est cette musique, celle du moins que comprend Churchill avec une acuité qui le bouleverse. Il a envie de prendre les mains d'Ian Bute et de les embrasser. Enfin, la certitude que Herr Hitler et ses pareils étaient les monstres d'une légende est confirmée par un morceau d'art composé de mains d'hommes. Tolkien au début est écrasé par le déferlement.
Repris par un instinct de professeur, il se demande si cet objet est moderne, traditionnel, etc., quelles influences la nourrissent. Soudain, il bascule à son tour. Mordor, ces bêtes grouillantes, ces jets de boue, de lave, non, l'intérieur même de l'esprit de Sauron, du serpent des ténèbres devenu œil, devenu vision. Il voit ce qu'on ne doit pas voir. C'est la faute, l'unique peut-être, l'essence de toute faute ou de tout mal. Notre monde y est à présent immergé. Oui, Sauron. Mais Sauron n'existe pas, pense-t-il. Sauron est une invention de mon esprit. Il ne faut quand même pas que je me prenne tout à fait à ma subcréation. C'était fini. Les cigares étaient éteints. Churchill gardait les yeux clos. Ian Bute, appuyé contre la fenêtre, regardait la mer dévorée par la nuit. Jamais chez les trois hommes des sons n'avaient produit plus de certitudes angoissées et plus de questions brûlantes. Et des trois, celui qui les avait découverts avec le plus de surprise et d'effroi était Ian Bute. Un seul n'avait écouté que la musique, Mulligan. Il n'avait nul besoin de la rêverie qui avait agité les trois autres. Non parce qu'elle lui était étrangère, mais parce qu'elle lui était évidente. N'écoutant que les notes, il s'était fait cette étrange réflexion. Il faudra sûrement autre chose qu'un orchestre demain, quand eux tous seront morts, bien après moi. C'est très probablement un chef-d'œuvre, mais il faudra que la musique ruse autrement avec lui. Lui, c'est Herman. C'est le grand méchant. Soudain, Churchill parla. « Qu'est-ce que c'est que le Mordor, Tolkien ? Comment cela vous est-il venu ? Ma question est très sérieuse. » Mauvais départ. Depuis le premier jour, on l'avait interrogé, femme, amis, élèves, collègues, sur son monde secondaire. Invariablement, il refusait. Ce n'est pas une allégorie. En outre, et malgré la stupéfiante autorité de Sir Winston, son agacement croissait à son endroit. Trop d'orgueil, trop de hâte, de lubris. Il était libre après tout. Il eut envie de lui répondre « Le Mordor, c'est vous !» Il se contenta de grogner et fut stupéfait. Churchill, cramoisi, se mit à hurler. « Vous allez me répondre, espèce de sinistre scribouillard, affreux petit professeur, damné catholique. Vous croyez que des demi-fous de votre espèce m'impressionnent ?» Tolkien tremblait comme une feuille. Cela ne fit qu'attiser les ardeurs de Churchill. « Depuis que j'ai rencontré M. Tolkien, j'ai senti qu'il voulait jalousement garder son petit trésor dans une petite boîte à pilules et ne le montrer à personne. Tolkien, vous n'avez pas compris que vous êtes tombé par hasard dans votre histoire. Dans votre poème, je veux dire. Oui, oui, Tolkien, j'irai jusque-là. Vous n'êtes pas possesseur de votre œuvre, vous m'entendez? Petite grenouille de pub. Je dois partir, Lord Bute. Je vous prierai de me raccompagner. Vous restez assis. Je suis le Premier ministre et le chef des armées de Sa Gracieuse Majesté. Si vous bougez vos fesses molles de ce fauteuil, je vous fais arrêter et juger pour haute trahison cette nuit même. Désemparé, Tolkien s'immobilisa. Lord Bute était indéchiffrable. Une minute interminable s'écoula. Puis Tolkien, figé comme une statue, se tourna très lentement vers Churchill et le regarda pour la première fois d'un regard d'homme. « C'est quelque chose que j'ai vu un jour. En bas de chez moi, à Birmingham. En bas du presbytère de l'oratoire où j'y vivais avec mon frère chez le père Francis Morgan. J'avais 13 ans. Je sortais dans la rue. Jusque-là, malgré la mort de ma mère, j'étais resté, sinon insouciant, du moins innocent. J'ouvre la porte et je tombe sur un homme. Un regard dans cette tête, un œil épouvantablement noir et profond et si méchant. Mulligan alors s'approcha, son attention brutalement tendue. Il ne me connaissait pas, continua Tolkien, mais il m'avait vu et haï. Et il avait désiré, non pas désiré, décidé ma mort, j'en suis sûr. Ce que je vous ai dit, je ne l'ai dit à personne. J'avais donc raison, pensa Mulligan. Il fallait le faire venir. Un nouveau silence. Cette fois, Tolkien, qui retrouvait ses esprits, bouillait. Il voulait se dépêtrer de cette nasse. Il refusait ce délire où on l'enfermait, où il était mis à nu malgré lui. Mais je ne crois pas que cette aventure de mon secondary world ait une grande influence sur ma personnalité. J'ai tenu tout cela à distance. Dans le fond, c'est un énorme hobby. Mon hobby hobbit. Je suis un simple professeur, je suis catholique, je vais à la messe et à confesse et je méprise les anglicans. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup trop niais pour ça. Vous n'avez pas encore compris que l'histoire est un conte de fées et que beaucoup de choses que vous tenez pour sûres et solides sont gonflées à l'hélium. Je ne vous demande pas de confidence, Tolkien. J'exige de vous des vérités. Celles que vous m'avez dites me suffit personnellement. Bute ? Voyons, Winston, je ne suis pas comme vous un gestapiste spécialisé en interrogatoire musclé. La vitre du bureau de Lord Bute ouvrait sur la mer, mais elle était si épaisse qu'on ne l'entendait pas.
Pas plus qu'on ne voyait au dehors autre chose qu'une vaste tache noire. Pourtant, une forme les épie, qui ne perd pas un mouvement de Mulligan. Ce Jean, auquel, c'est l'assassin envoyé par Hermann, auquel M. Augustin Logre, le bourgeois de Sion, avait pensé pour accomplir ses hautes œuvres. J'ai déjà vendu la mèche, donc pour les absents de la dernière lecture. Vous allez vraiment prendre pour un dangereux malade. Il s'agit de Jean Genet. Son œil est intense, très intense. Bien qu'il fût bleu moralement, on peut le dire noir, une obsession de travail. Non pour le maître de l'Angleterre, il n'en a cure, ni pour le châtelain, à détrousser, se dit-il en pouffant comme un enfant. Pour le majordome, le déguisé en serviteur. Le travesti, siffle Jean pour se distraire. Il le connaît si bien, il le devine dans le moindre mouvement de ses doigts, de ses lèvres, de ses pieds. Nul besoin de l'entendre, il l'écoute. Ce qui signifie qu'il comprend ce qu'il y a en lui. Même il sait pourquoi il revient inlassablement au monde, parce qu'il y a des choses, ainsi qu'il l'avait expliqué à Tolkien, qu'il ne faut pas oublier. Un cri déchirant retentit, si profond, si triste, qu'il accable les trois hommes trop riches de leur cœur. Ils ont à peine le temps de se ressaisir, de se chercher des yeux pour se raffermir qu'une pierre vole, telle une mouette dans la nuit, phosphorescente. Elle brise la vitre et une lampe érafle la tempe de Mulligan. Une petite voix douce, horriblement troublante. « Je suis très méchant, dit-elle en français, très méchant et très volontaire. Il n'y en a qu'un qui ne soit vraiment dangereux, mais les trois autres sont pénibles aussi. » Mulligan s'effondre. Ses convulsions durent moins d'une minute. « Laissez !» fait Churchill sèchement. « C'est de l'épilepsie, on ne peut qu'attendre. » Chapitre 9, la loi du mycélium. Ne vous avais-je pas dit qu'il était mort, le petit champignon qu'on arrache à la grande chaîne d'amour et d'union qu'il constitue avec tous ses prochains sous son pied? Ne vous avais-je pas suggéré que de grands et longs travaux s'accomplissent dans le monde du mycélium, dans le sol où il digère tout, cadavres de bêtes et plantes décomposées, et que les individus qui osent s'en détacher y perdent la vie? Vous avez compris. Sans la chaîne, composée par tous les champignons ensemble, il faut un miracle pour qu'un seul vive. Qui verrait par exemple un champignon se transformer en animal? J'entends par là un être aussi plein de force d'âme qu'il s'arracherait au sol pour vivre un vrai mouvement. C'est cela un animal, c'est un végétal qui se meut. Si vous suivez courageusement ma métaphore de l'homme unique, vous me comprenez. S'il existe vraiment un animal, c'est en esprit. Telle est la dure, la cruelle loi du mycélium. Couper les hommes de son insidieuse et mortelle croissance, aussitôt ils s'étiolent. Ils n'existent plus, car ils ne vivaient que par le mycélium. À moins que... Ce professeur Tolkien, par exemple, tout à l'ouvrage fou de son monde, peuplé de langues chimériques, croyez-vous qu'agissant ainsi, il goûta au mouvement des pensées, des vraies pensées? Si la réponse est oui, alors peut-être a-t-il vécu. Peut-être vit-il encore, qui sait? Car il s'est coupé de la grande chaîne d'union et d'inertie que le prêcheur Hermann a tissée depuis 1000 ans entre tous les hommes dans leur génération pour le but qu'il a conçu. Si concevoir pareil désastre s'appelle concevoir. Si la réponse est non, alors qu'il a reçu des moissons d'or, d'amour et de paroles jusqu'au vertige pour le livre dont il a mimé le mouvement, il n'est finalement couvert que de feuilles mortes, meurtrières surtout, qui comme celles qui scellent Pipine dans la forêt de Fangorn, recouvriront sa charogne, habillée d'une forme, par un temps, une attente, une illusion en somme. Étrangement, le professeur Tolkien avait reçu cette leçon dès son enfance, dans les yeux noirs de cet homme, de même intensité que ceux de Jean. Il savait. Une question encore, que je pose au lecteur qui va me répondre. Croyez-vous que les animaux bougent vraiment? C'est un donné d'expérience. Certes, ils se déplacent d'un endroit à l'autre, mais à moins qu'un feu de forêt ne les y contraigne, qu'est-ce qui commande leur mouvement? Un appétit pour les choses de la nourriture et de la reproduction. Quand ils se déplacent sur la surface de la Terre, on peut admettre qu'ils sont fermement accrochés à quelque chose qui les commande. Oui, leur instinct, celui de leur espèce. Très bien. Vous avez remarqué, bien sûr, que ce qui cause leur mouvement est très exactement la même chose qui occupe toute la vie d'un végétal, à savoir la croissance et la reproduction. Considéré du point de vue de sa cause, ce mouvement sur la surface n'en est donc pas un, puisqu'en réalité il est téléguidé
comme attachés à une corde par l'instinct de l'espèce. À ce titre, rien ne distingue l'homme du végétal, sinon ce qu'il ingère, car le végétal ingère des matières minérales, tandis que l'animal ingère des matières organiques. Oui? Oui. Enfin, notez que les champignons ingèrent également des matières organiques, de même que certaines plantes des tourbières aussi. Parfait, vous me devancez! Passons à l'homme à présent. Diriez-vous que la plupart de ces mouvements, comme ceux tout animal, ont le même objet qu'eux, à savoir la nourriture et la reproduction? Je dois ajouter le loisir, puisque nous nous retrouvons ici ce soir. Nous en parlerons du tourisme, mais exception faite du tourisme. Les hommes ne sont pas plus en mouvement que les animaux, n'est-ce pas? Quel est, cher ami, le seul mouvement authentique dont on pourrait dire qu'il est un mouvement qui sépare non seulement l'homme de l'animal, mais encore l'homme de la plante? Le mouvement de cet esprit qu'on lui suppose, ou tout au moins, si l'on s'en tient en certitude, des mots qu'il prononce. Vous m'avez compris. Le tourisme est-il cela? Est-il un mouvement des mots? Bien sûr que non. Il consiste à revenir chez soi en concluant que finalement, tous les lieux sont identiques. Et les émotions devant les monuments, elles démontrent à la plante humaine, angevine, qu'elle est assez riche pour son humus, puisqu'elle est allée voir le mont Palatin sans qu'aucun dommage n'ait été infligé à son habitation. Vous êtes pire que moi. C'est parfait, nous nous comprenons. Ne vous inquiétez pas. Mulligan s'est levé et a tout oublié. C'est cela qui est bon, très profondément apaisant, pourrait-on même dire, avec l'épilepsie. Chapitre 10 et le dernier, la 8e symphonie. Mount Stuart, 7 mai 1945, minuit moins 1. La grande salle de Mount Stuart, décorée pour l'occasion, était entièrement tendue de noir afin de cacher les amas historicistes du vieux marquis et de laisser libre l'imagination de ses hôtes, ordre de leur but. L'orchestre y était entré comme dans une salle de concert avec sans doute un air plus grave. En fait, beaucoup d'instrumentistes semblaient soucieux, se disait Churchill, tandis que les derniers prenaient place. Est-ce que la musique leur fait peur, à eux aussi? Comme c'est étrange. Au moins, je devrais ma nuit blanche à autre chose que quelques milliers de morts. Espérons-le, du moins. Après tout, je ne sais pas ce que la 8e va coûter. Tolkien était enfiévré. Il avait surmonté toute son antipathie pour Churchill. Sa rage hystérique mais admirative l'avait réveillé et rendu à lui-même. Il reviendrait sûrement à son livre avec des forces toutes nouvelles. Il ne connaissait rien à la musique, qu'importe. Il désirait l'écouter à présent, d'un appétit presque physique. Les notes allaient passer en lui, vibrer dans ses entrailles, et il faudrait que son oreille, que son esprit, que son œil capte et enregistre ces ondes. Le gros Bouddha, c'est Churchill, avait raison. Il y avait des choses solides, telles l'Angleterre, qui lui paraissaient à présent gazeuses. Par contraste, son Seigneur des Anneaux devenait plus vital, plus sécurisant, plus précieux, plus precious, pour ceux qui savent. Un silence profond régnait dans la vaste pièce. Les trois auditeurs, du moins ceux qui se croyaient tels, étaient sur une petite estrade dressée pour l'acoustique. Puis le silence se creusa encore et l'orchestre, comme un seul homme, à part un percussionniste qui semblait rêver et que Jan Bute repéra aussitôt, se leva. À un pas lent, parut John Barbirolli, avec une raideur empesée, où le compositeur craignit un instant de déceler un excès d'alcoolisme. C'était le meilleur chef d'Angleterre. Il se tourna vers l'orchestre et déclara « Messieurs les musiciens, nous avons le très grand honneur de jouer ce soir devant le sauveur du royaume et le plus grand compositeur de notre temps. C'est pour l'Angleterre une heure de joie. Ce doit être l'une de vos pires heures d'angoisse. Tant que la dernière note de ce morceau ne sera pas jouée, un doute planera sur vous, venu de moi, et sur nous, venu de notre public. Je compte sur votre extraordinaire technique, mais je compte avant tout sur votre amour pour Winnie, qui m'excusera de l'appeler ce soir en sa présence du nom dont toute l'Angleterre l'a qualifié devant son poste de radio. Il s'agit encore d'une victoire à remporter. Churchill alors se leva et fit, ainsi qu'il s'était déjà promis de le faire le lendemain matin, au balcon de la Reine, le V qui avait fini par balayer toute la propagande nazie. L'orchestre applaudit avec feu, mais sans sourire. Étrange moment. Encore un long silence, un geste de Barbirolli, puis un silence encore, une hésitation, pense Tolkien. 3 coups à nouveau, pizzicato de contrebasse, la signature du maître. Et aussitôt, un infernal vacarme, un tintement lumineux en même temps qu'un grognement de l'abîme, tous deux exagérés, prolongés douloureusement.
flottant entre les deux, des phrases chantées par les instruments égarés, des phrases insoutenables de tristesse, pendant que continue assourdissant le dialogue du bas et du haut, des cloches célestes aux bêtes monstrueuses qui mugissent sans relâche. Comment le chef parvient-il à détacher ainsi les deux mondes, celui du cœur et celui de la confidence, où des jaillissements de violon, fontaines de larmes, où des clarinettes, des hautbois et des corps anglais tremblent de désir et d'angoisse, pendant que les encadrant, un abîme s'ouvre entre le Styx et le paradis. Combien de temps? La musique avance. Une note grave s'énonce maintenant dans l'étage du haut, tandis que, en bas, quelques accents aigus fendent l'épais magma. Les deux espaces ainsi se rapprochent. Est-ce pour un triomphe ou pour un chaos? Rien ne laisse présager la joie, mais quelle supplication dans cette musique. Tolkien en maîtrise trop peu la science pour savoir si les parties se chevauchent ou se suivent. Cependant, rien ne lui donne l'impression du désordre, ni surtout de la cruauté du compositeur moderne auquel il reproche d'ordinaire son volontarisme musical. Au contraire, il lui semble que les larmes montent dans ses propres yeux, tandis que la musique cherche à les exprimer. Les échanges gigantesques entre le haut et le bas sont en train de se produire vraiment. Un soleil se lève, un tremblement de terre dévaste des villes et des vies. Brutalement, tout se tait au milieu du mouvement. Apparaît, après avoir été presque caché par la tenture noire où sa masse se camouflait, un piano. Un cantilène sorcier, pas d'autre mot. Les notes montent et descendent dans d'infimes déhanchements rythmiques et la phrase aussitôt est gravée dans la mémoire. Cela s'arrête. Churchill, presque épuisé d'émotion, venait d'écouter chaque note, chaque mouvement de la masse sonore, comme ces gars avaient écouté Enigma, la machine de cryptage des nazis que Turing avait décryptée. Pourquoi? Pourquoi enfin? Il suffisait qu'il interroge. Le fruit intérieur était mûr, le voile se déchira. Parmi les idées qu'il avait heurtées dans ce voyage à Bute, sa vieille rêverie du temps et de l'espace avait insisté plus que de coutume. L'idée que toute l'histoire est une brève parenthèse. Du début à la fin, il n'y avait eu, à en additionner les années, que 70 vies d'hommes. C'était si court. C'était donc si peu de choses, l'histoire. Un triste repas de famille. Ces 70 vies d'hommes mises bout à bout. Il lui vint l'idée saugrenue de se les représenter, tous ensemble, assis autour d'un arbre. Pourtant, mettre bout à bout, ce n'est pas mettre ensemble. En lui, succession et simultanéité se confondaient. Il était homme d'action et il était anglais, deux raisons pour qu'il ait besoin d'une image, d'une histoire à se raconter. Ce nombre, surtout, 70, lui paraissait une évidence pure. Puis il songea que cet arbre autour duquel ces hommes étaient assis devait être très grand. Sa raison finit par l'assaillir, quoiqu'il fût homme d'action et quoiqu'il fût anglais. Pourquoi les réunir? Pourquoi les mettre ensemble autour d'un arbre? S'ils se succédaient et ne se connaissaient jamais. Il lui revint soudain ce que lui avait expliqué Roosevelt, en lui parlant du petit savant berlinois, Albert Einstein, l'espace-temps, la relativité. Bien que cela n'eût sans doute rien à voir, cela lui fournit une vague sécurité mentale. Dans une sorte de brume de l'esprit, Churchill dit entre ses lèvres « Le temps est de l'espace dans l'espace ». Puis il pensa « L'espace est du temps dans le temps ». Ainsi, conclut-il, s'ils se succèdent, quelque part, ils sont tous ensemble. Il n'aurait jamais su dire pourquoi. Cette lutte qu'il avait entendue entre le haut et le bas était devenue l'effort héroïque que les 70 nations du monde, représentées par 70 hommes éternels, ou en tout cas extrêmement durables, faisaient pour se retrouver. Sir Winston Churchill, à cet instant précis, se mit à croire à sa propre légende des nations, alors qu'il n'y avait jamais vraiment cru jusque-là, et c'est pourquoi il avait fait de la politique. Il ouvre les yeux. La baguette de Barbirolli se relève pour le deuxième mouvement. Cavalcade, assaut, roulement de timbales, éclat de cuivre, ostinato de violoncelle. L'armée des notes s'avance très nettement vers un point, car elle monte. Ce n'est plus une hauteur céleste, c'est une hauteur terrestre, une montagne blanche, méchante, dangereuse. Des pics de granit acérés comme des lances, pense Tolkien. Point d'image pourtant, juste des notes. Mais le son aspire, envoûte, et la colère se crie soudain dans une phrase longue, qui pétarade en 3 coups à nouveau. Puis, une chute vertigineuse dans un gouffre, un silence, un espace, soudain, clos, une bulle. Des échos assourdis, des phrases suppliantes du premier mouvement, mais pianissimo. Des phrases empreintes, pense Ian Bute, qui découvre son œuvre avec une fraîcheur étonnante.
d'une simplicité mozartienne. Phrases qui se disent et s'absentent, puis reparaissent, plus légères encore, et d'autres plus tristes de revenir, qu'elles avaient cru que leur passage n'était que le murmure d'un souffle. Quand tout cela finit, Tolkien souffle entre ses lèvres « Valinor ». Il sourit, car il découvre à quel point son mythe propre n'est encore qu'une pâle invention. Il faudra redessiner le Silmarillion de fond en comble, aussitôt fini le Seigneur des Anneaux. Troisième mouvement, le dernier. La baguette à nouveau, un homme seul se bat avec le clavier en arpège leggerissimo sur toute la surface du piano, comme s'il agitait avec une science qui n'appartient qu'à lui et un dessin qui ne se comprend pas, des choses, des formes, de pure lumière. Tantôt cela monte, tantôt cela descend, toujours infime, immatériel, presque inaudible, mais chatoyant de couleurs entreaperçues. Un prisme s'ouvrant et se fermant, froissement de rayons, fouet d'étincelles, une note longue tenue de clarinette, puis la note fléchie d'un demi-ton, elle va s'enrouler dans une longue phrase, une subtile arabesque, elle va tourner, non, elle s'arrête. Sa mélodie embraye un pas soudain presque évident, une suite parfaite d'intervalles naturels, commandée par l'oreille qui la reçoit. Une porte s'ouvre. Un hautbois vient répondre et s'entrelacer dans la mélodie qu'il reprend en canon. La note longue à nouveau, depuis le vibrato d'un violon, à l'une des pointes de son aigu. Des larmes viennent à Churchill, puis un autre, puis un troisième violon le double, l'enveloppe de tierce, tel un fuseau luisant. 10 violons maintenant, cela gonfle. Toujours cette mélodie à 2 voix, à 3 voix, à 4 voix, de canon, de plus en plus fortes et intenses. Et pourtant, toujours cette mélodie si simple, qui avance et retourne, accélère, repart et recommence, accélère encore, et grandit, jusqu'à la voûte céleste. Un immense silence. Une nappe, pareille à une vague venue de très loin, chargée d'odeurs et de chansons lointaines, de l'Orient peut-être, transportant des parfums. Odeurs d'herbes ravivées par les vents et les sels marins. Une nappe de plus en plus lumineuse, quoiqu'elle se leste des sons les plus graves que l'orchestre puisse produire, et chargée de toutes les mélodies de la symphonie, toutes ici ensemble et toutes consonantes. Les 2 mondes accordés, pense Jan Bute. Dans le rythme, l'effet est incroyable. L'orchestre avance à 2 vitesses à la fois. Ici, au violon, au bois, le temps se précipite pour se fondre en un seul instant, tandis que là, la lenteur s'étend et s'épaissit de cuivre et de contrebasse pour épouser la pulsation de la terre. Cette opposition, profonde, indépassable, se voit soudain effacée dans la masse qu'il énonce, l'orchestre qui est là tout entier, où chaque instrumentiste pourtant sue et se débat, seul avec ses doigts et son souffle, pour mesurer le bonheur nouveau du nombre, du grand nombre, du très grand nombre. Tous, pense Churchill. Barbirolli pleure, remarque Lord Bute. Tous ont les yeux dans les yeux comme un trait de lumière qui de sa seule imperceptible force a opéré la rencontre. C'est une parole et une chose à la fois, un objet de plus dans l'ennui qu'inspire le monde, dont soudain ils entrevoient la réparation. Mais bien sûr, c'est si simple, c'est cling, fait soudain un triangle, dans un frottement de secondes, une brève, acide et glaçante petite dissonance. La symphonie est terminée, achevée plutôt. Je dois brûler cette partition, criant dedans Jan Bute, frappé d'épouvante et cherchant des yeux, avidement, dans l'orchestre, le percussionniste clandestin. Bravo.